Bonjour, alors nous allons parler de la chaîne de traitement de la détection des balises infrarouges et donc on va tout d'abord vous présenter le schéma bloc avec les différentes parties qui vont permettre de faire le traitement du signal. Alors le signal, on va le recevoir ici sous forme d'infrarouge qui va être émis à une certaine fréquence. Les balises, je vous rappelle, émettent à 500 Hz, 5000 ou 50 000 suivant le type de balise. Donc le signal infrarouge va être capté ici par un capteur infrarouge qui est en fait un phototransistor. Et donc ce phototransistor, via un montage qu'on verra plus tard, va nous délivrer une tension. Cette tension, elle va être de cette forme-là, c'est-à-dire que l'amplitude va dépendre de la distance par rapport à laquelle on se situe de la balise, et on va avoir une composante continue. Donc la première chose à faire dans la chaîne de traitement, c'est de supprimer cette composante continue. Donc là, j'ai symbolisé sur le graphique temporel pour V1 ici, un signal, où je ne connais pas exactement la forme, mais qui va être variable, ou nul, ou en tout cas constant plutôt, quand la balise n'est pas en face du récepteur. Donc là, je vois le récepteur, et puis là, je ne vois plus le récepteur. Première chose à faire, supprimer la composante continue, parce que si on veut amplifier le signal, si on part avec une composante continue, on va amplifier aussi la composante continue, donc on va venir se taper dans les saturations des AOP. Donc on va se débrouiller pour transformer ce signal qui est une composante continue en ce signal-là qui n'a plus de composante continue, qui a la même amplitude mais qui n'a plus de composante continue. Donc ici on va retrouver le signal, puis plus rien si on ne voit plus la balise. Donc on aura un bloc ici, supprimer la composante continue. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir amplifier le signal pour pouvoir travailler sur un signal qui va être non plus dans les millivolts mais plutôt de l'ordre des volts. Donc avec un montage amplificateur, on obtient V3. Donc c'est ce signal-là multiplié par une certaine constante. Bloc suivant, on va venir isoler le 5000 Hz. Si on veut détecter la balise à 5000 Hz, il va falloir faire un système qui nous permet d'éliminer tout ce qui n'est pas du 5000 Hz. Donc normalement, derrière cette partie-là, on va se retrouver un signal purement sinusoïdal dont la fréquence sera du 5000 Hz, puisqu'on aura isolé le 5000 Hz de toutes les autres fréquences. Une fois qu'on a ça, l'idée c'est de dire là je vois le signal et ici je le vois plus. Donc on va détecter l'enveloppe. Donc quand on aura détecté l'enveloppe, on va avoir ce signal là. Donc je vais détecter les crêtes. Et puis quand le signal va disparaître, ma tension va redescendre vers 0. Et enfin, pour que ça soit interprétable par un microcontrôleur, on va transformer ce signal en un signal binaire. Donc, transformer ce signal-là en cette forme-là. Voilà, maintenant, on va voir les différents blocs plus en détail. Alors, premier bloc, le bloc qui permet de capter le signal. Alors, ce qui permet de capter le signal, c'est ce composant. C'est un phototransistor. Le phototransistor, il va générer un courant qui va être proportionnel à la lumière reçue, à la lumière infrarouge reçue. Et donc, du coup, on va utiliser ce montage qui ressemble à un montage amplificateur, en amplificateur inverseur, sauf que c'est un montage un peu particulier. C'est un peu particulier parce qu'on vient utiliser cette source de courant ici pour générer la tension de sortie V1 ici. Donc pour comprendre ça, on va être obligé d'utiliser les propriétés de l'AOP et il faut qu'on connaisse aussi à peu près l'ordre de grandeur du courant. Alors on va supposer que le courant qui est généré par le phototransistor ici est compris dans une gamme allant de 0 A jusqu'à 500 microampères. On va utiliser cette résistance et le but du jeu c'est de calculer cette résistance pour avoir une tension ici qui va varier de 0 à -5. Première chose à vérifier, est-ce qu'on a une contre-réaction négative sur le montage AOP? Oui, on a une contre-réaction négative puisqu'on a une action de la sortie sur la broche moins de l'AOP ici. Si cette condition est vérifiée, ça veut dire que l'AOP fonctionne en linéaire et que epsilon vaut 0. Epsilon, je vous rappelle, c'est la différence de tension qu'on a entre les deux broches d'entrée plus et moins ici. Je peux ici faire une maille, donc j'ai V1 plus RI, va être fléché comme ceci, RI, plus epsilon qui est égal à 0.
Comme epsilon vaut 0, ça veut dire que V1 est égal à moins R fois I capteur. Et on a dit qu'on voulait... Alors, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure de moins 5 à 0, c'est parce que forcément, d'après la structure, entre guillemets, non inverseur du montage, on aura une tension ici en sortie qui est négative si le courant est positif dans ce sens-là. Donc si on veut une tension V1 qui va de moins 5 à 0, en sachant que le I capteur il va jusqu'à 500 microampères, du coup il faut choisir une résistance qui vaut 5 volts maximum, divisé par les 500 microampères du capteur, qui nous donne une résistance de 10 kΩ. N'oubliez pas ici que l'AOP, pour fonctionner, nécessite une alimentation, donc il y a deux broches qui vont être raccordées au plus 5 volts et au moins 5 volts. Deuxième bloc de notre chaîne de traitement, le bloc qui permet de supprimer la composante continue. Le schéma qui permet de supprimer la composante continue, c'est celui-là. C'est un filtre passe-haut qui va permettre de garder toutes les hautes fréquences et de supprimer toutes les basses fréquences. Et le continu, comme vous le savez, c'est la fréquence nulle. Donc du coup, c'est parfaitement adapté pour supprimer la composante continue. Ce schéma-là, quand on calcule sa fonction de transfert, on trouve la forme J RC oméga divisé par 1 plus J RC oméga, qu'on peut mettre sous la forme J oméga sur oméga C, la pulsation de coupure, divisé par 1 plus J oméga sur oméga C. Ce qu'on peut également mettre sous la forme J F sur FC divisé par 1 plus J F sur FC. La pulsation de coupure, dans cette fonction de transfert, c'est 1 sur RC, donc la fréquence de coupure du filtre, ça sera 1 sur 2 pi RC. Le diagramme de Bode, qui représente le module de H en dB en fonction de la fréquence, c'est une pente de plus 20 dB par décade jusqu'à la fréquence de coupure, puis après un plat à 0 dB. Et ici, on nous a tracé en pointillé la courbe réelle. La courbe réelle, elle est un petit peu en dessous de la courbe asymptotique, des asymptotes. Et elle passe ici à la fréquence de coupure, on est déjà un petit peu atténué de moins 3 dB, ce qui correspond à un coefficient de 1 sur racine de 2. L'idée, c'est donc de garder toutes les fréquences de nos balises, ici, et de supprimer la composante continue qui est ici, très très loin par là, sur l'échelle des fréquences. Donc il faut qu'on ait nos trois fréquences 500, 5000 et 5 kg par ici. De ce côté-là. Alors, c'est pas exactement, probablement pas à l'échelle, mais dans l'idée, il faudrait qu'on ait le 500 Hz ici, le 5 kHz ici, et le 5000 Hz, le 50 kHz ici. Voilà. Pour que nos trois balises ne soient pas, les tensions de nos trois balises soient pas, les signaux de nos trois balises soient pas affectés par ce filtre passe-haut. Et pour être sûr, par contre, que la composante continue est bien supprimée. Donc du coup, il faut choisir une fréquence de coupure qui est plus petite que ces trois fréquences-là. Troisième bloc, le bloc d'amplification. Alors là, c'est un montage que normalement vous maîtrisez, c'est le montage amplificateur non inverseur. On rentre ici sur la broche plus, c'est ce qui indique que c'est un non inverseur, parce qu'on rentre sur le plus. Ici, on a bien la contre-réaction négative qui permet d'avoir un montage qui fonctionne en linéaire, et donc qu'on ne part pas dans les saturations. Et ici, on a les deux résistances qui permettent de régler le gain. Donc la tension V3 divisé par V2, ça sera 1 plus R2 divisé par R1. Et si on veut avoir un gain variable, il faut être capable de faire varier R2 par exemple. Si on met R2 égale 0, on aura un gain de 1. Si on met R2 10 fois plus grand que R1, on aura un gain de 11. Pour faire varier R2, en tout cas sur le PCB, deux possibilités. Soit vous utilisez des connecteurs tulipes, c'est-à-dire que vous allez mettre une résistance de 10 kΩ sur votre schématique, et puis au moment de souder, vous ne souderez pas directement la résistance de 10 kΩ, vous souderez d'abord de tulipes, ce qui nous permettra de mettre une résistance ou une autre pour éventuellement changer le gain. Deuxième solution, c'est d'utiliser un potentiomètre. Le potentiomètre, je vous rappelle, il a trois broches, ici. Il suffit de court-circuiter la broche du milieu avec, par exemple, cette broche-là. Et donc, comme ça, c'est en court-circuit, toute cette partie-là, c'est comme si c'était une résistance nulle. Donc, on obtient une résistance ici qui est X% de la valeur totale du potentiomètre. Si vous prenez un potentiomètre de 10 kΩ,
Si vous mettez ici, vous aurez la moitié. Si vous mettez ici, vous aurez 10 kΩ. Si vous mettez ici, vous aurez 0 ohm. Donc ça nous permettra de faire varier le gain et donc de régler l'amplification en fonction de la sensibilité souhaitée de votre montage. Quatrième bloc de la chaîne de traitement, isoler le 5 kHz. Pour isoler 5 kHz, il faut utiliser un filtre passe-bande. Et on va utiliser un filtre passe-bande d'ordre 2 avec une résonance, c'est-à-dire on va avoir une pointe ici. Pour faire le design de ce filtre-là, on va utiliser FilterPro, le logiciel. Alors, juste deux petits rappels, on va vous demander de faire un filtre d'ordre 2 et éventuellement de le dupliquer si vous voulez faire un filtre d'ordre 4. Si vous faites deux fois le bloc, vous aurez non plus des pentes de moins 20 dB par décade, mais des pentes de moins 40 dB par décade, donc vous serez beaucoup plus sélectif. Ici, il faut comprendre qu'il faut prendre comme fréquence centrale le 5000 Hz, puisque c'est ça qu'on veut isoler. Et il faut comprendre aussi que le facteur de qualité Q, ça va déterminer en fait la forme de la pointe ici. Plus vous prenez un facteur de qualité grand, plus vous aurez quelque chose de très pointu, très sélectif, mais très difficile à régler pour être sûr de bien sélectionner la fréquence de 5000. Ce facteur de qualité, sa formule c'est F0, donc 5000 dans notre cas, divisé par delta F, et delta F est défini comme étant la largeur de bande ici du filtre quand on est à moins 3 dB. Donc ça c'est un paramètre qu'il faut régler dans FilterPro, c'est ce delta F là. Donc à vous de choisir la valeur de Q que vous voulez, mais on vous conseille de ne pas prendre quelque chose de trop sélectif. 40 c'est à mon avis beaucoup trop. Et donc à vous de calculer le delta F qu'il faut. Sur FilterPro, les paramètres que vous aurez, les paramètres avec un S, c'est mieux. Les paramètres FilterPro, c'est vous allez sélectionner filtre passe-bande, centré sur 5000, d'ordre 2, avec une structure de Salenke et Butterworth, et évidemment avec le delta F que vous aurez choisi. Cinquième bloc, le bloc qui permet de récupérer l'enveloppe du signal et donc de savoir si le signal 5000 Hz est présent ou absent. Alors, pour ça, on utilise un circuit qui s'appelle un détecteur de crête. Le détecteur de crête simple qu'on peut utiliser en électronique, c'est celui-là. C'est juste une diode qui va laisser passer le courant quand la tension ici est positive et qui va permettre de charger ce condensateur. Et puis, quand le signal est absent ici, la diode est un circuit ouvert et ce condensateur qui s'est chargé vient se décharger doucement, enfin, avec une certaine vitesse, dans cette résistance. Le problème de ce montage, c'est qu'ici on utilise une diode qui permet de dire si le signal est plus grand, je prends, sinon je ne prends pas. Par contre, une diode, ça ne fonctionne que quand sa tension dépasse une certaine tension qui s'appelle la tension de seuil. Pour une diode classique en électronique, la tension de seuil c'est 0,6 ou 0,7 volts. Donc pour que ce montage fonctionne, il faut que V4 soit au moins plus grand que 0,6 volts. Et ça peut être un problème parce que si on veut détecter des signaux qui sont tout petits, de l'ordre de 500, 400 millivolts, et bien du coup ce détecteur de crête il ne verra rien. Donc notre principal problème c'est cette tension de seuil ici de la diode. Mais il existe une solution en électronique, c'est d'utiliser un montage AOP où on utilise l'AOP plus la diode. Ça s'appelle une diode sans seuil AOP, tout simplement. Comme vous le savez, il faut vérifier qu'on a une contre-réaction. Alors si le courant ici positif passe dans la diode et circule ici, on a une contre-réaction négative, donc l'AOP fonctionne en linéaire, donc epsilon vaut 0. Et si epsilon vaut 0 ici, ça veut tout simplement dire que si j'ai pas de différence de tension entre ces deux fils, c'est-à-dire que ce fil-là il a la même tension, donc ça veut dire que V4, donc ça veut dire que V5 est égal à V4. Pour résumer, ce montage-là, vous pouvez dans votre tête le remplacer par une diode, mais une diode qui sera soit un circuit ouvert, soit un circuit parfaitement fermé avec une tension de seuil de 0. Donc c'est vraiment un interrupteur qui sera ouvert quand la tension sera positive, le courant va essayer de sortir ici de l'AOP, donc du coup on aura ça, si on aura le circuit fermé, si jamais on a la tension V4 qui est plus petite que la tension de sortie, à ce moment-là, ça se comportera comme un circuit ouvert. Donc le schéma de notre détecteur crête va être le suivant. Ça, c'est notre diode idéale. Les deux composants R et C. Et puis maintenant, on va regarder ce qui se passe. C'est si à l'entrée en V4, j'ai pas de signal, puis quelques ondulations de sinusoïde, puis après plus rien. Donc là, le signal ici
après au 0. Dès que la tension V4 va monter, ben, le signal V5 va le suivre. Puis quand ça va redescendre, le signal V5, le condensateur ici reste chargé, mais se décharge petit à petit dans la résistance ici, comme ça. Donc la tension redescend jusqu'à recouper la sinusoïde qui revient ici. À ce moment-là, ça remonte. Et puis si le signal disparaît, ben, la tension V5 va descendre, puisque le condensateur va se décharger, jusqu'à arriver à 0. La décharge, c'est ce que vous voyez en maths avec les équations différentielles en ce moment. Ça sera Vmax exponentielle moins T sur RC. Donc, la vitesse de décharge, la forme de cette courbe, dépend uniquement de RC. Ici, on a la période du signal. Alors, si la période du signal, si sa fréquence est 5000, ça veut dire que sa période, ça sera 1 sur 5000. Et il faut qu'on n'ait pas trop le temps de se décharger ici. Il faudrait que ça reste relativement plat. Donc là, j'ai fait un exemple comme ça, mais on pourrait imaginer de choisir une constante de temps RC qui serait plus grande, donc la décharge serait plus lente, on aurait cette forme-là. Voilà. Et donc là, on aurait vraiment plus la détection de crête. Alors on peut augmenter ça beaucoup, mais pas trop, parce que quand le signal disparaît, il faut quand même qu'on puisse détecter que le signal a disparu. Il ne faudrait pas que ça reste complètement plat, comme ça, en permanence. Moralité, il faut choisir R et C. Et taux est égal à RC, il faut qu'on le prenne très grand devant cette période-là, pour pas que ça ait le temps de se décharger entre deux bosses. Donc il faut prendre RC supérieur à 10 fois T0. En électronique, en général, quand on dit très grand devant, donc c'est ce symbole-là, c'est 10 fois en fait. À partir de 10 fois, on va considérer que c'est très grand devant. Voilà, donc là vous avez ce qu'il faut pour pouvoir choisir les valeurs de RC. Dernier bloc, rendre le signal binaire. Donc on veut pouvoir ce signal l'envoyer à un microcontrôleur pour lui dire présence de balise ou absence de balise. Donc il faut qu'on génère un signal pour les mettre en tout cas de 3,3 volts. Pour ça, on va utiliser un composant qui s'appelle LM311, qui est un comparateur de tension. Ce comparateur de tension, il s'alimente entre 0 et 5 volts. Et en sortie, en fait, c'est un transistor. Ici, on a la sortie, et ici, on a une broche de transistor qu'on va devoir relier à 0. En entrée, on a notre signal qui sort du détecteur de crête, ici V5, et ici, on va créer une référence de tension avec un potentiomètre. Ce potentiomètre, il va être branché entre le 5 volts et le 0, et en fonction du réglage du potentiomètre, on aura soit 0, soit 2 volts et demi par exemple, soit 5 volts si le potentiomètre est tout en haut. Donc ça va nous faire une valeur de comparaison pour comparer qui est le plus grand en fait entre V5 et VRF. En sortie, c'est juste un interrupteur, donc pour fonctionner, et c'est important de le savoir, pour ce type de composant-là, quand la sortie, ça s'appelle une sortie à collecteur ouvert, parce que c'est le collecteur du transistor, ce point-là c'est le collecteur du transistor. Si jamais on ne met pas cette résistance, ben, j'ai un interrupteur qui va s'ouvrir ou se fermer, mais ça ne va pas me générer une tension ici sur V6. Pour générer une tension, comme pour les boutons poussoirs, il faut une résistance de pull-up, et cette résistance de tirage à l'alimentation, je vais la connecter au 3V3. Ça va me permettre d'avoir, si le transistor est fermé, 0, si le transistor est ouvert, 3V3. Et donc au niveau du graphique, si ici j'ai absence du signal de balise, ici on voit le signal de balise et puis après on ne le voit plus, je vais comparer ce signal V5 avec VRF. Quand il est plus grand, ça génère un niveau logique 1. Et quand il est plus petit, tout simplement, ça donne un niveau logique 0. Donc, avec toute cette chaîne de traitement, je suis capable de dire avec ce signal, présence de la balise en face du capteur ou absence de la balise en face du capteur.